lutte contre la corruption et tenue des processus électoraux dans un contexte de crise sécuritaire vont meubler nos échanges. Pour commencer, sur ce plateau, je reçois Haruna Sinon. Il est gestionnaire des programmes du RENLAC pour en parler. Bonsoir. Oui, Madame Diacho, bonsoir. Et nous recevons également sur ce plateau Adama Kafando, commissaire à la CENI. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, Madame Diacho. Pour commencer, je m'adresse à Haruna Sinon. Le 6 décembre, le RENLAC a rendu public son rapport 2021 sur l'état de la corruption au Burkina. Le document indique que le trio de tête est occupé par la police municipale, la douane et la police nationale. La police municipale qui est en tête du peloton depuis bientôt 3 ans. C'est assez grave pour un service public. Merci. Et au nom du secrétaire exécutif, je voudrais remercier Burkina Info de nous avoir associés à cette émission. C'est vrai que, quand le rapport sort, les gens sont focalisés sur les classements. Alors qu'on évalue aussi l'ampleur de la corruption dans le pays de manière générale. Et sur ce point également, il y a des choses à dire. Oui, bien sûr. Mais effectivement, depuis 2019, 2020, 2021, c'est la police municipale qui ressort à travers en tout cas les enquêtes que nous avons menées et le travail qui a permis de faire le classement, qui vient en tête des services perçus par les populations comme les plus corrompus. C'est juste. Justement, compte tenu, vu que vous parlez de la perception de la corruption au Burkina, il est indiqué que cela est nettement en hausse depuis quelques années. Oui, depuis 2016, quand nous regardons la courbe de l'indice, en tout cas synthétique de perception de la corruption que nous avons construit, et ça montre qu'il y a une hausse depuis 2016 de la corruption. Cette année, vous avez 85,23% des populations enquêtées qui trouvent que la corruption soit fréquente, voire très fréquente au Burkina. Et c'est très élevé. Par rapport à l'année passée, nous avons une augmentation de 3,3 points. Donc, chaque année, ça augmente depuis 2016. Pour nous, en tout cas, cela est grave. Et ceux qui pensent, par exemple, par rapport à l'année passée, il y a également une hausse de ceux qui pensent, par exemple, que la corruption augmente par rapport à l'année passée. Et ça aussi, depuis 2016, ceux qui pensent, par exemple, que la corruption augmente par rapport à 2019, en 2020, et ceux qui pensent que la corruption augmente en 2021 par rapport à 2021, 2021 par rapport à 2020, en tout cas, ces taux et ces proportions augmentent également. Donc, pour dire que dans notre pays, depuis 2016, la courbe de la corruption là, est croissante. Ça veut dire que la situation s'empire au Burkina en matière de corruption. Mais qu'est-ce qui peut justifier cela selon vous ? En tout cas, c'est le constat que nous avons fait. Maintenant, pour nous, c'est la question de la gouvernance, parce qu'on n'a pas encore trouvé la réponse en matière de gouvernance. En matière d'exemplarité au sommet de l'État, on n'a pas encore montré cela depuis 2016. Ça fait que les pratiques de corruption se sont multipliées. Et aussi, on n'a pas senti suffisamment de sanctions, parce qu'il y a toujours une impunité et des actes de corruption qui sont constatés dans notre pays. Donc, c'est entre autres ce que nous pensons que ça peut expliquer l'évolution de la corruption dans notre pays. Alors, la police municipale en tête de ce trio depuis 3 ans. De notre point de vue, le maintien de la police municipale justement à la tête de ce classement, alors qu'on sait qu'il y a des services qui manipulent pratiquement des milliards. Pour dire dans le langage courant, les gros poissons, est-ce qu'on ne se trompe pas de cible ? Oui, c'est possible, mais c'est une méthode. Peut-être que si on a d'autres méthodes, on peut trouver d'autres choses. Mais la méthode que nous avons, en tout cas, ce n'est pas nous qui inventons la police comme le service le plus corrompu. Nous avons une méthode, nous collectons des données auprès des populations qui fréquentent les différents services.
Et c'est à partir des éléments que nous collectons que nous arrivons à montrer que c'est la police qui apparaît comme le service le plus corrompu. Vous savez, par exemple, c'était basé uniquement sur les fréquences d'actes de corruption. C'est-à-dire que pour chaque service, si vous avez 100 personnes qui ont eu dans l'échantillon, parce qu'il faut rappeler que nous menons l'enquête là dans les 13 chefs-lieux de région, plus la ville de Puitenga. Ça fait 14 localités où on collecte les données. En 2021, c'est 3000 personnes qui ont été enquêtées. Et ces 3000 personnes, chacun doit dire les services, il a eu les contacts avec lesquels il a eu avec des services. C'est-à-dire s'il a eu des contacts, si on t'interroge, si tu as eu un contact avec la police municipale, on va demander le nombre de contacts. Si tu as eu affaire à la santé, si tu as eu affaire à l'éducation, ainsi de suite. Maintenant, en fonction du nombre de fois de contacts que vous avez eu, il y a un nombre de fois aussi qu'il y a eu des expériences de corruption. Donc il y a une fréquence qui va se dégager et c'est à partir de cette fréquence qu'on classait. On a évolué cette année en créant même un indice qui devrait permettre même à chaque service de voir d'année en année, même si tu es premier, est-ce que tu t'améliores ou bien, même si tu es deuxième, est-ce que la situation se dégrade ou s'améliore. Mais malgré tout, et cet indice-là prend en compte aussi bien la perception des populations, mais aussi les expériences que les usagers ont eues par rapport à ces services, et prend même en compte les montants qui ont été mis en jeu. On a essayé de faire ça parce que bon, il y a eu des critiques aussi par rapport à prendre en compte uniquement les fréquences. Mais malgré tout, ça n'a pas changé la situation qui est que la police municipale arrive en tête des services. Nous entendons aussi ça, que la police municipale n'a pas construit des immeubles, des étages à 2000. Il y a des policiers municipaux qui sont dans les non-lotis, que malgré tout, c'est eux qui apparaissent comme le service le plus corrompu. Et même il y a d'autres qui... On entend également dire qu'au niveau des marchés publics, c'est la grosse corruption qui s'y opère. Non, justement, tout ça c'est juste. Mais comme je l'ai dit, c'est pas... Pour capter la corruption, c'est à travers les enquêtes auprès des usagers des services que nous utilisons et c'est les fréquences. Ça veut dire que même si c'est des petits montants que vous percevez auprès des populations, si c'est fréquent, c'est sûr que vous allez apparaître devant. Parce qu'on ne peut pas capter tous les montants en jeu, on capte beaucoup plus les fréquences. Et si ce n'est pas parce que on a fait l'innovation en prenant en compte même les montants, et malgré tout, ça n'a pas changé la situation, c'est vraiment les expériences de corruption. Que vous prenez 2000 francs, que vous prenez 1000 francs, 5000 francs, si c'est fréquent, c'est sûr qu'auprès des usagers, auprès des citoyens, auprès des enquêtés, vous allez apparaître devant. C'est ça qui est la réalité. Maintenant, que cela n'enrichit pas les policiers municipaux, bon, c'est possible. Et c'est peut-être réel. Mais la méthode montre que les fréquences de la corruption là est très fréquente dans les services de police municipale. Ce n'est pas seulement la police municipale de Ouara, parce que partout il y a la police municipale. Donc c'est ça la réalité sur le terrain. Si nous entendons ça, ben bon, en tout cas, on n'y peut rien. Voilà, parce que c'est le terrain qui nous donne ces éléments et nous sortons ça dans les rapports. Sauf à dire qu'on ne publie plus de rapports, sinon c'est la réalité comme ça qu'on constate sur le terrain. On voit également que même pendant les élections, il y a des choses qui se passent. Bien sûr, même pendant les élections, il y a des choses qui se passent. Mais je vais vous dire même que tout le monde se plaint du RENLAC. Hein, c'est pas, si le classement sort, la police municipale... Est-ce qu'il n'y a pas lieu justement de revoir la méthode Non, tout le monde ne se plaint pas pour la méthode seulement. Quand on classe, c'est la police municipale qui est en tête. Nous avons des dossiers qui épinglent des enseignants et les enseignants se plaignent parce que c'est eux qu'on poursuit en justice. Et quand vous avez des situations où vous sortez des éléments par rapport à la santé, les agents de santé se plaignent. Bon, nous, on est habitués à ça parce que, en fait, peu importe la personne qui va apparaître devant, la personne va se plaindre. C'est-à-dire que pour que personne ne se plaigne, il faut qu'on s'abstienne de classer. Il faut qu'on ne dise pas que tel service est corrompu. Sinon, vous allez trouver toujours des gens qui se plaignent. Et même si vous avez parlé des marchés publics, mais il y a des dossiers de marchés publics que nous avons aussi devant des juridictions. Nous avons fait des actions auprès des acteurs des marchés publics. On a fait des dénonciations d'acteurs des marchés publics. Donc, ce n'est pas seulement le classement. Le travail du RENLAC, ce n'est pas seulement le classement.
il y a des actions judiciaires, il y a des acteurs gouvernementaux qui sont même épinglés et on poursuit, on se constitue partie civile. Donc c'est tout un ensemble. Donc il ne faut pas seulement qu'on prenne le classement pour voir comme si c'était le seul élément du travail du RENLAC. Et bon, en tout cas la méthode, comme je l'ai dit, il apparaît que c'est la police municipale qui est en tête, mais il y a d'autres services. Si vous êtes dans le classement, déjà, ce n'est pas bon. Et tous les services qui sont dans le classement doivent travailler à faire en sorte que bon, les expériences de corruption, les cas de corruption dans ces services-là diminuent. Et vous savez également que même au niveau lors des élections, le RENLAC a fait l'observation en 2015, il a fait l'observation en 2020. Et là-bas aussi, on avait même classé les partis politiques en termes de corruption. Donc, ce n'est pas seulement les services. On a même classé les partis politiques comme ça, que ce soit en 2015, que ce soit en 2020. Et bon, ça montre aussi que les élections, pour le moment, en tout cas la campagne électorale est entachée de corruption électorale. C'est l'argent, c'est la distribution d'argent, c'est la distribution de carburant, même la distribution des vivres. Et c'est ça qui alimente la campagne. Ce n'est pas les idées que les gens utilisent. Les gens distribuent des choses pour pouvoir conquérir l'électorat. Et ça, pour nous, c'est pas du tout intéressant. Alors, sans doute que le rapport propose également des pistes de solutions pour rompre avec ce cercle vicieux. Bien sûr, il y a des recommandations dans le rapport. Déjà, il faut qu'au sommet de l'État, il y ait un engagement, il faut qu'il y ait l'exemplarité. Et les rapports aussi, parce que bon, comme je dis, il y a même deux parties. Il y a la partie sondage et puis il y a une partie où on documente à travers une revue documentaire. Et là-bas aussi, par exemple, quand vous regardez les questions de mission, on a vu que ça pose problème parce qu'il y a des missions où les gens les gens sont à cheval sur deux missions et autres. Il y avait un logiciel qui avait été proposé pour pouvoir gérer ces genres de missions. Et pour nous, il y a une des recommandations, il faut opérationnaliser ce logiciel pour permettre de gérer la question des missions sur le territoire national. Il y a aussi, par exemple, quand vous prenez au niveau de la commande publique, pour nous, vous avez vu qu'il y a eu des écroulements d'écoles, même à l'université de Koutougou. Donc il y a une recommandation qui veut que, par exemple, quand il y a une mauvaise exécution d'un marché public, que ça soit automatiquement une infraction. Parce qu'après, on essaie de chercher à savoir est-ce qu'il y a corruption, est-ce qu'il n'y a pas corruption. Et ça fait que pour trouver des éléments d'infraction, ça peut être compliqué. Mais déjà, quand une école s'écroule, c'est une infraction. Ça veut dire que la mauvaise exécution en elle-même est une infraction. Peut-être que ça va aider la justice à pouvoir aussi poursuivre un certain nombre d'acteurs impliqués dans cette mauvaise exécution de la commande publique. Et il y a bien d'autres recommandations également que nous avons formulées, en tout cas dans les rapports, pour aider en tout cas à améliorer la situation de façon générale dans notre pays. Et on termine rapidement le rapport qui est disponible pour tout usager qui veut justement connaître davantage sur l'état de la corruption. Bien sûr, le rapport est disponible en numérique. C'est vrai que le rapport physique n'est pas en quantité suffisante pour pouvoir... que tout le monde ne pourra pas avoir le rapport physique, mais le rapport numérique serait disponible sur le site du RENLAC et tout le monde peut avoir accès. Alors, merci à Aruna Sinon. Je me tourne vers Adama Kafando, commissaire à la CENI, pour parler de cette activité organisée par la CENI les 7 et 9 décembre 2022, le séminaire régional qui a porté sur les processus électoraux dans des contextes de crise sécuritaire. Alors, tenir des élections dans un contexte sécuritaire qui est le nôtre, est-ce possible? Adama Kafando. Merci Madame Diasso. Permettez-moi avant de commencer au nom du président Élisée Ouedraogo, président de la CENI et l'ensemble de son équipe, dire merci à Burkina Info et à travers vous l'ensemble des médias qui ont couvert ce séminaire et qui permettent aux Burkinabés de comprendre les enjeux liés à l'organisation de ce séminaire. Alors pour revenir à votre question, ça me fait penser à une autre question. Est-ce qu'il est opportun d'organiser des élections dans un contexte comme le nôtre actuellement? Et la question est assez délicate, c'est vrai, mais elle ne doit pas être, le sujet ne doit pas être tabou. Il faut l'évoquer, il faut parler des élections
malgré le contexte que nous vivons. Et sur ce point, il y a deux approches. Il y en a qui disent qu'il faut s'abstenir des élections, priorité à la sécurité, et après on verra pour les élections. Et porté par beaucoup de membres de certaines organisations de la société civile et certaines personnes au niveau de la campagne et autres. Et puis il y a l'approche qui dit qu'il faut aller aux élections. Il faut aller aux élections, ça peut contribuer à résoudre la crise. Ça peut permettre aux organisations de gestion des élections, c'est-à-dire la CENI et autres, d'être résilients, de continuer à sauver la démocratie en quelque sorte. Tout à fait. Alors, nous disons au niveau de la CENI que dans cette question, il faut l'aborder avec beaucoup d'humilité, mais de la lucidité et surtout de la responsabilité. Parce que, certes, nous sommes dans un contexte sécuritaire très difficile. La sécurité, pour le moment, est une question, non pas de priorité, mais d'urgence. Il faut arriver à sécuriser nos territoires, sécuriser nos populations. Mais l'organisation des élections est une nécessité. Parce qu'il faut sortir, il faut à un moment donné que nous sortons de la situation de transition dans laquelle nous sommes pour aller vers vers un régime démocratiquement élu avec des personnalités. Et quand vous regardez la démarche actuelle, la tendance est à aller aux élections. Les nouvelles autorités le manifestent. Lors du séminaire sous-régional qui a été placé sous le haut patronage du chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, président de la transition, il était représenté par le ministre en charge des élections, justement, le ministre de l'administration territoriale, qui a rassuré qu'il y a bientôt, il y aura des rencontres en vue d'un calendrier électoral pour entamer justement le processus électoral. Et vous savez qu'il y a la charte de la transition a fixé le délai de la transition justement à 21 mois, à partir du 1er octobre 2022. Donc, ce qui nous ramène en juillet 2024. Il faudra en ce moment la sortie de la transition. Donc, la CENI pense que il faut discuter de l'organisation des élections. Et l'enjeu de ce séminaire sous-régional était justement de permettre de discuter des questions difficiles, parce que vous savez que les élections, c'est un processus. Il y a avant, il y a pendant, il y a après les élections. Donc il faut voir les différentes étapes. Qu'est-ce qui peut être discuté qu'est-ce qu'on peut faire par rapport au contexte afin de ne pas être surpris le jour des élections. Donc pour répondre à votre question, c'est possible, mais tout dépendra des acteurs en présence. Et la CENI joue sa partition actuellement pour qu'on puisse avoir les élections. Alors, le Burkina n'est pas le seul pays confronté à cette crise sécuritaire. Quelles sont les leçons que la CENI a pu tirer des partages d'expériences avec les autres pays au cours de ce séminaire régional? Merci beaucoup pour cette question. Effectivement, il y a eu de 2015 à 2020, il y a eu des élections dans un certain nombre de pays confrontés à la crise sécuritaire. Au Nigeria, il y a eu des élections en 2015, 2019. Et vous savez qu'il y a une situation assez difficile là-bas avec Boko Haram. Au Niger, il y a eu des élections. Au Mali, il y a eu des élections. Même au Burkina, en 2020, nous avons organisé des élections. Et il y avait déjà la menace terroriste. Certes, il y avait d'autres menaces, types de menaces, on peut citer pêle-mêle, mais il y avait la menace terroriste. Donc nous avons organisé les élections. Et l'enjeu de ce séminaire, comme je disais, c'était que ces États-là, avec l'expérience qu'ils ont eue dans l'organisation de ces élections, dans le contexte sécuritaire difficile, qu'on puisse se retrouver et puis discuter de chaque étape, des difficultés qu'ils ont rencontrées au cours de ce processus-là, afin qu'on puisse tirer les leçons. Et heureusement, il y avait une dizaine de pays qui étaient là. Il y avait la Centrafrique qui était là, il y avait le Mali, pays qui était à la RDC, vous connaissez, qui est en difficulté également, et qui ont organisé des élections.
Et nous avons vraiment échangé, ça a été très enrichissant durant ces 72 heures. Les leçons que nous avons apprises, c'est qu'il faut anticiper les choses. Il ne faut pas attendre. Anticiper les choses, c'est déjà qu'on ait un calendrier électoral. Parce que c'est à partir du calendrier que tout va partir, tout va se déclencher. Et ce calendrier, nous l'espérons, comme je vous le disais tantôt, il y a des promesses dans ce sens. À partir du calendrier électoral, on pourra enclencher les différentes étapes. Il y a quelque chose d'assez important. Il faut travailler à ne pas déstabiliser l'organe de gestion des élections dans les différents États. Ici, c'est la CENI. Il faut conserver la CENI dans sa forme actuelle pour éviter de revenir sur les questions institutionnelles, des détails qui vont ce que j'appelle détails, mais qui semblent importants pour certaines personnes, mais qui peuvent nous retarder dans le processus qui est en cours. Et là, l'une des recommandations, l'une des leçons qu'on a pu tirer, c'est qu'il faut assurer donc une pérennité, une certaine stabilité de cette institution. Et au niveau des démembrements, travailler aussi à conserver ce format, tout en tenant compte, pour le cas du Burkina, des forces nouvelles. Parce qu'il y a eu, vous savez qu'il y a eu des partis qui sont nés par la suite. Et il y a des partis qui ne sont pas représentés à la CENI. Vous connaissez un peu la répartition tripartite de la CENI. Mais au niveau des démembrements, compte tenu de la présence de ces forces, il serait bien d'en tenir compte pour faciliter les choses à la base. L'autre point, c'est la sécurité. La question, comment sécuriser le processus électoral. Ces États-là ont connu les élections comme je dis, dans la crise sécuritaire, mais comment ils ont fait pour arriver à... un État comme la RDC nous a expliqué qu'ils ont ce qu'ils appellent les comités locaux de sécurité. Donc dans chaque région, chaque localité, la plus dernière circonscription électorale possible, ils s'organisent de telle sorte qu'il y ait des représentants des forces de l'ordre, les représentants de la CENI et d'autres acteurs assez importants qui puissent discuter de comment sécuriser les élections, s'assurer qu'on peut organiser les élections dans cet endroit. Vous savez que lorsqu'il y a, si moi je suis de Yako, je taquine M. Sinon qui est de Yako justement, si je suis de Yako et j'estime qu'à Yako, je suis très populaire, je pense que je dois gagner les élections à Yako, et qu'on me dise qu'à Yako, on ne pourra pas organiser les élections, comprenez que je peux avoir des soucis. Mais si je suis dans la sécurité, dans le comité local en question, je sais qu'à Yako, manifestement, on ne pourra pas organiser les élections, je peux comprendre. Et ça crée moins de tensions politiques, éviter d'ajouter la crise à la crise. Voilà. Il y a d'autres exemples qu'on a eus sur la question de la sécurité. Il y a aussi l'adaptation du cadre juridique. Il faut adapter le cadre juridique pour permettre au contexte pour pouvoir aller aux élections. Et si je prends le cas du vote des PDI, par exemple, les personnes déplacées internes, à un moment donné, ce sont les personnes qui ont quitté leur territoire et qui se retrouvent dans une autre zone. Comment faire pour que ces personnes-là puissent voter? Vous savez qu'il y a des conventions internationales qui disent que toute personne doit pouvoir exercer son droit de vote, même déplacée. La convention de Kampala, pour soit dit en passant. Donc l'État doit prendre des dispositions pour que ces personnes-là puissent voter. Mais ces personnes-là, elles votent pour quelle localité? Si je suis de Yako, que je me suis déplacé à Nanoro, je dois voter, je dois participer aux élections locales. Je vote pour... je suis à Nanoro. Si je vote, ce sera pour le maire de Nanoro. Mais j'espère un jour retourner à Yako pour pouvoir habiter. Donc, je veux participer à l'élection du maire de Yako parce que c'est lui qui va me régir plus tard. Et nous sommes dans un processus de sécurisation. On espère qu'on va en sortir. Et quand je regarde la détermination actuelle, je pense qu'on va s'en sortir. Donc, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut permettre à monsieur de voter, monsieur de Yako, de voter à Nanoro, qu'on prenne ses votes en compte à Yako? Ou bien qu'il vote à Nanoro, puisqu'il est déjà à Nanoro, qu'il vote le maire de Nanoro. De toute façon, il est à Nanoro, il vit à Nanoro et il bénéficie des choses. Donc, voici des questions qui nécessitent qu'on adapte le cadre juridique.
Mais pour cela, il faut que les gens se retrouvent pour qu'on puisse parler. Il y a des propositions. Bon, le temps ne nous permettra pas de revenir sur ce détail. Absolument. Alors, justement, puisque vous parlez d'une rencontre avec les différents acteurs pour évoquer ces différentes propositions qui ont été faites, je sais qu'il y a l'appel de Ouaga qui a été émis à la clôture de ces travaux. Quelle est la suite à donner justement à ce plaidoyer-là? Oui. Justement, l'appel de Ouaga, c'est un appel lancé justement par l'ensemble des séminaristes, à l'intention d'abord du chef de l'État, le président de la transition, de travailler à restaurer la sécurité sur toute l'étendue du territoire et de respecter, on l'a dit de façon humble, c'est vraiment en toute humilité, et de pouvoir respecter le calendrier donné par la CEDEAO. L'appel aussi, c'est à l'intention des partis politiques, qu'ils travaillent non pas à exacerber, à créer une autre tension dans cette situation, mais travailler à ramener la paix. C'est aussi à l'encontre des OSC, l'organisation de la société civile, qu'ils puissent développer des initiatives au niveau local pour inciter les jeunes à sortir de la logique de la violence et à rester dans le processus. Il y a aussi les chefs coutumiers, les religieux et autres qui doivent contribuer. Alors, cet appel-là qui a été lancé, nous espérons justement que ça va permettre aux différents acteurs du processus électoral de se retrouver. Vous savez que juste avant la transition, il y avait ce qu'on appelle le dialogue politique, qui réunit opposition, majorité et administration territoriale. Et les gens se retrouvent effectivement pour discuter des questions électorales liées à l'adaptation du cadre juridique et bien d'autres choses. Donc, qui permet de modifier certaines choses. Par exemple, sur les PDI, il avait été, dans le dernier dialogue politique, il avait été convenu que les PDI puissent voter dans la localité où ils se trouvent. Voilà, et que ça puisse servir pour l'élection du maire. Mais il y avait une étude qui avait dit non, que c'est possible qu'ils votent pour la localité. Mais question de méfiance, de confiance, on dit non, il faut éviter des trucages. Donc, ce cadre-là permet justement de régler ces questions. Et nous pensons que avec le discours du chef de l'État, lu par le ministre de l'administration territoriale, on va dans le sens justement de retrouver, réunir tout le monde pour, une fois le calendrier électoral fixé, qu'on puisse entamer ce qui est urgent pour aller à l'adaptation du cadre juridique, etc., pour pouvoir aller aux élections. Alors, nous allons donc vous dire merci pour ces différents éléments d'éclaircissement que vous avez pu apporter. Aussi, merci à Aruna Sinon.